Le soleil n'avait pas encore atteint son zénith, mais la chaleur pesait déjà lourdement sur la plaine. La terre desséchée se fissurait en longues crevasses, et le vent soulevait une fine poussière qui s'infiltrait dans les vêtements et sur la peau. Au bord de la Loire, le bruit de l'eau clapant contre les rochers était le seul répit dans cette matinée torride. Marie était agenouillée près du courant, les manches retroussées, les mains plongées dans l'eau froide. Elle frappait les vêtements contre une pierre plate, encore et encore, jusqu'à ce que la mousse blanche recouvre ses doigts. Sa robe, usée par l'usage, collait à son corps à cause de l'humidité, et quelques mèches rebelles de ses cheveux châtains s'échappaient de sa tresse, se collant à ses joues. Elle ne travaillait pas là par plaisir. Laver le linge pour les grandes maisons de la région était son gagne-pain. Les pièces qu'elle recevait suffisaient à peine à acheter du pain, un peu de riz et à payer le loyer de la petite maison qu'elle partageait avec sa tante malade. Pourtant, sur la rive de la Loire, quelque chose lui apportait un étrange réconfort. Peut-être était-ce le sentiment qu'au moins ici, personne ne pouvait lui dire quoi faire ou comment vivre. À quelques mètres, son amie Isabelle ramassait les draps propres et les pliait avec soin. Ensemble, elles remplissaient des paniers d'osier qui seraient ensuite livrés aux cuisinières et aux gouvernantes des châteaux voisins. « Marie, tu as entendu ?» demanda Isabelle, brisant le murmure de l'eau. « On dit que le maître du château des Chênes est rentré de la ville. » Marie leva les yeux, un peu distraite. « Celui qui dépense l'argent comme de l'eau, c'est ça ?» Isabelle sourit avec malice. « Lui-même, on l'appelle le noble libertin, Mathieu de la Vallée, fils unique, propriétaire de plus de terres qu'on ne peut imaginer. Il monte à cheval, comme si le monde lui appartenait, et change de maîtresse plus souvent que de monture. » Marie replongea le linge dans la rivière, peu intéressée. « Les histoires de nobles riches ne m'intéressent pas. Ce dont j'ai besoin, c'est que Monsieur Roger me paye à temps, parce que la semaine dernière, il ne m'a donné que la moitié et a promis le reste bientôt. » Mais Isabelle insista, baissant la voix. « On dit qu'il est arrogant, oui, mais aussi dangereux, et quand il veut quelque chose, il l'obtient. » Marie haussa les épaules. Les rumeurs ne l'intéressaient pas. Sa vie était faite de travail acharné et de nuits silencieuses. Il n'y avait pas de place pour l'éclat des hommes vivant dans une autre réalité. Ce même jour, à quelques kilomètres de la rivière, l'écho des sabots résonnait sur le sol sec. Mathieu de la Vallée revenait d'un voyage de plusieurs semaines. Ses bottes poussiéreuses et son chapeau incliné lui donnaient un air désinvolte, mais ses yeux clairs scrutaient l'horizon avec une intensité qui contrastait avec sa réputation d'homme superficiel. Au château des Chênes, les domestiques s'affairaient à préparer l'écurie pour l'accueillir. Certains l'admiraient, d'autres le craignaient. Il avait grandi parmi des chevaux de race et des armes rutilantes, habitué à donner des ordres et à être obéi sans délai. Il n'avait jamais perdu de bataille, mais n'avait pas non plus gagné le respect de tous. Sa réputation de séducteur et de joueur le précédait. À peine descendu de cheval, il demanda un verre de vin, s'assit sur la véranda, les bottes posées sur la balustrade, observant le paysage comme s'il en reprenait possession. L'intendant, un homme robuste et tanné par le soleil, s'approcha. « Monsieur, les comptes de la blanchisserie sont en retard. Les filles de la rivière se sont plaintes. » Mathieu tourna la tête, peu intéressé. « Qu'elles attendent. Je ne vais pas courir après quelques pièces. Mais, monsieur, Marie insiste le plus, elle dit avoir besoin de cet argent pour des médicaments. » Le nom passa comme un souffle dans le vent. Mathieu ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans son regard se tendit un instant. La première rencontre entre Marie et Mathieu n'eut ni présentation ni politesse. Cela se produisit 3 jours plus tard, lorsque Marie, lasse d'attendre son paiement, se rendit au château. Elle marcha depuis la rivière sous un soleil brûlant, portant le panier vide qu'elle utilisait habituellement pour rendre le linge propre. Sur la véranda, elle vit l'homme dont elle avait tant entendu parler. Ses bottes, sa chemise bien coupée, le chapeau projetant une ombre sur des yeux d'un bleu perçant. Il la toisa de haut en bas, sans dissimuler son évaluation. « Et vous êtes » demanda-t-il sans se lever. « Celle qui lave votre linge » répondit-elle fermement, et qui attend son dû depuis des semaines. Un silence tendu s'abattit sur la véranda. Quelques domestiques, écoutant de loin, échangèrent des regards surpris. Personne ne parlait ainsi à Mathieu de la Vallée. Mathieu se pencha en avant avec un demi-sourire. « Vous avez du cran, mais je n'aime pas qu'on vienne m'exiger des choses chez moi. Et moi je n'aime pas travailler gratis, » dit Marie,
sans détourner le regard. Il soutint ses yeux, comme s'il était habitué à gagner chaque confrontation par sa seule présence. Mais chez cette femme simple, imprégnée de l'odeur de la rivière, il trouva autre chose. Pas de la peur, mais de la dignité. Finalement, il se leva, sortit quelques pièces de sa poche et les laissa tomber dans son panier. Le bruit métallique fut sec. « Voilà votre argent, et ne revenez pas sur cette véranda sans y être invité. » Marie prit le panier et se retourna, mais avant de partir, elle dit « Je n'ai pas besoin d'invitation pour réclamer ce qui est à moi. » Mathieu la regarda s'éloigner, le dos droit et la tresse oscillant sur son épaule. Il ne le savait pas encore, mais cette femme avait laissé une marque en lui. Et bien qu'il essayât de l'oublier, la rivière et le regard de Marie commencèrent à s'infiltrer dans ses pensées comme l'eau glisse entre les doigts. L'aube dans la vallée arrivait toujours enveloppée d'un mélange d'odeurs, herbes humides, terre fraîche et fumée, ténue des cheminées allumées dans les cuisines. Pour beaucoup, cet air nouveau était un signe d'espoir. Pour Marie, c'était un rappel qu'une autre journée de travail l'attendait. La conversation avec Mathieu de la Vallée, 3 jours plus tôt, n'avait pas disparu de son esprit, bien qu'elle tentât de se convaincre du contraire. Ce n'était pas à cause de lui, mais de la colère que lui avait laissé ce sourire arrogant et la manière dont il avait jeté les pièces comme des miettes. Chaque fois qu'elle y pensait, le bruit métallique semblait résonner dans sa tête. « Tu n'aurais pas dû y aller seule, » dit Isabelle en ramassant les vêtements que Marie lavait ce matin-là. « Cet homme n'est pas habitué à être contredit, encore moins par une femme pauvre. » Marie frotta un drap contre la pierre avec plus de force que nécessaire. « Peu m'importe à quoi il est habitué. Tout ce que je sais, c'est que si je n'avais pas réclamé mon dû, ma tante n'aurait pas de médicaments. Et s'il est aussi puissant qu'on le dit, qu'il apprenne que tout ne s'achète pas avec de l'argent. » Isabelle soupira, mais n'ajouta rien. Elle savait que discuter avec Marie, c'était comme essayer d'arrêter la rivière avec les mains. Au château des Chênes, Mathieu tentait de se distraire avec ses occupations. Réparation des écuries, compte du bétail, organisation d'une course de chevaux prévue pour le mois suivant. Mais parmi toutes ces tâches, il se surprenait à se souvenir de l'expression de Marie, de l'éclat de ses yeux sombres, de la fermeté avec laquelle elle avait soutenu son regard. Elle n'était pas comme les femmes qu'il connaissait en ville, celles qui souriaient avant même qu'ils ne finissent de parler. Elle était différente. Un après-midi, en revenant d'une chevauchée, Mathieu passa par un sentier longeant la rivière. De loin, il vit Marie penchée sur la pierre, frappant un vêtement avec force. Il s'arrêta pour l'observer sans s'approcher. La manière dont le soleil filtrait à travers les branches et tombait sur ses cheveux humides lui parut étrangement captivante. Il n'avait pas prévu de lui parler, mais un bruit le trahit. Le sabot de son cheval écrasa une branche sèche. Marie leva la tête et le vit. « Vous venez salir plus de linge ?» demanda-t-elle, avec une ironie qui fit sourire Mathieu. « Je viens chercher de l'eau pour mon cheval, mais si vous voulez, je peux payer d'avance, » répondit-il en descendant. Elle le regarda avec méfiance, mais ne dit rien. Mathieu s'approcha de la rivière, s'accroupissant pour laisser boire son cheval. Le silence entre eux fut rempli par le murmure de l'eau et le chant lointain des oiseaux. « Je ne m'excuse pas souvent, » dit-il, rompant le calme, « mais j'ai être été brusque l'autre jour. » Marie haussa un sourcil. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je sais comment sont les hommes comme vous. »« Et je suis comment ?» demanda Mathieu, curieux, habitué à ce qu'on lui obéisse, habitué à ce que personne ne vous dise non, à regarder de haut ceux qui travaillent pour vous. Mathieu ajusta son chapeau, étudiant son visage. « Vous avez être raison, admit-il, mais tout le monde n'ose pas me le dire en face. » Elle retourna à son travail, ignorant la provocation. Il resta quelques minutes de plus, observant l'eau glisser entre ses doigts, puis partit sans rien ajouter. Ce soir-là, dans sa chambre, Mathieu se servit un verre de vin et regarda l'obscurité par la fenêtre. Il était agacé par le fait que Marie ne le craignait pas. Ce n'était pas la première femme à lui tenir tête, mais la première dont l'indifférence semblait sincère. Et pour un homme habitué aux louanges et aux regards complaisants, c'était un défi nouveau. À l'autre bout de la vallée, Marie veillait sur sa tante, qui toussait faiblement dans son lit. Elle lui prépara une tisane d'herbe et s'assit à son côté. « Tout ira bien, tante, » murmura-t-elle. « Je trouverai plus de travail, même si je dois laver le linge de tout le village. » La vieille femme lui caressa la main. « Tu as le caractère de ta mère, solide comme un roc, mais ne laisse pas la fierté fermer ton cœur, Marie. » Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas parler de cœur, encore moins maintenant.
Quelques jours plus tard, Mathieu organisa une réunion au château pour conclure un marché de bétail. Parmi les invités se trouvaient des propriétaires voisins et des commerçants de la ville. L'endroit était rempli de rires, de musique de guitare et de verres qui s'entrechoquaient. C'est alors que la gouvernante s'approcha de lui. « Monsieur, le linge pour la fête est arrivé impeccable. La lavandière a fait un travail parfait. » Mathieu ressentit une impulsion étrange. Sans réfléchir, il demanda qu'on envoie un message à Marie, lui demandant de passer le lendemain au château, car il avait une tâche spéciale pour elle. Quand Marie reçut le message, elle fronça les sourcils. Elle ne voulait pas retourner là-bas, mais le paiement supplémentaire pourrait lui permettre d'acheter des médicaments et de la nourriture. Le lendemain, elle arriva avec son panier vide, ne sachant à quoi s'attendre. Mathieu la reçut dans l'écurie, à l'abri des regards. « J'ai besoin que vous laviez des couvertures et des chemises que je veux porter ce week-end, » dit-il. « Mais je veux que vous le fassiez ici, au château. »« Je lave toujours à la rivière, » rétorqua Marie. « Je sais, mais je veux que vous utilisiez le puits d'eau ici et que vous travailliez sous ma supervision. » Elle le regarda avec suspicion. « Et pourquoi devriez-vous me superviser? Vous craignez que je vole vos chemises ?» Mathieu sourit. « Peu, être que je veux juste voir comment vous travaillez. » Marie sentit que c'était un jeu de pouvoir. Elle pouvait refuser, mais elle avait besoin de l'argent. Elle accepta, mais fut claire. « Je ferai le travail, mais n'attendez pas de conversations inutiles. »« On verra, » dit-il, amusé. Pendant que Marie lavait dans la cour du château, Mathieu faisait semblant de s'occuper de ses chevaux, mais en réalité, il l'observait. Chaque mouvement d'elle était méticuleux, et bien que ses vêtements fussent simples, elle se tenait droite, comme si elle refusait que la dureté de sa vie la courbe. Quand elle eut fini, il lui donna plus d'argent que convenu. « Je n'ai pas besoin d'aumône, » dit Marie en lui rendant une partie des pièces. Mathieu la regarda, surpris. « Ce n'est pas une aumône, c'est un paiement pour un travail bien fait. » Elle le fixa quelques secondes, puis rangea l'argent et partit. Sans le savoir, elle laissa Mathieu avec une certitude qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il la voulait près de lui, même s'il ne savait pas encore pourquoi. L'hiver commençait à se faire sentir dans la vallée. L'air était plus froid le matin, et le brouillard couvrait les prairies comme un manteau épais. À la rivière, les pierres étaient glissantes, et l'eau glacée obligeait Marie à travailler avec des mains engourdies. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle était habituée à ce que la vie ne soit pas facile. Au château des Chênes, Mathieu était assis à son bureau, examinant des documents, quand son frère cadet, Émile, entra sans frapper. « Depuis quand tu t'intéresses à superviser la blanchisserie ?» demanda-t-il d'un ton moqueur, laissant tomber un dossier sur le bureau. Mathieu haussa un sourcil. « Et ça te regarde ?»« Ça me regarde parce que les gens parlent, et tu sais que dans un village comme celui-ci, les langues vont plus vite que les chevaux. On dit que tu invites une fille de la rivière à travailler ici et que tu la regardes trop. » Mathieu s'adossa à sa chaise, laissant échapper un rire bref. « Les gens parlent toujours, et tu devrais t'occuper de tes affaires. » Émile l'observa quelques secondes, comme s'il voulait déchiffrer quelque chose, puis sortit sans ajouter un mot. Mathieu retourna à ses papiers, mais le commentaire de son frère résonnait encore. Il montrait peu, être trop d'intérêt en effet, mais ce n'était pas un caprice, ou du moins il voulait le croire. Ces jours-là, la santé de la tante de Marie empira. La toux devint plus profonde, les nuits plus longues. Marie décida d'accepter tout travail qu'on lui proposerait, même si cela signifiait retourner au château. Après tout, Mathieu payait mieux que les autres. Un après-midi, alors qu'elle ramassait du linge pour le porter à la rivière, elle le vit arriver à cheval par le chemin de terre. Il n'était pas seul. Il amenait une charrette avec un tonneau d'eau et plusieurs sacs de farine et de maïs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie, croisant les bras. « Un paiement pour ton travail et un peu plus pour que ta tante soit mieux nourrie, » répondit-il en déchargeant les sacs. « Je n'ai pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement, » dit Mathieu avec un demi-sourire. « Si tu tombes malade ou que tu manques de force, je ne pourrai plus t'embaucher. » Marie pinça les lèvres, hésitante. Elle voulait refuser, mais l'odeur du maïs frais et l'image de sa tante mangeant un pain chaud furent plus fortes. « Merci, je suppose, » murmura-t-elle en s'écartant pour le laisser passer. Mathieu entra, salua la tante de Marie avec respect et, avant de partir, laissa un petit flacon de sirop contre la toux. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Mais si tu as besoin de quelque chose, envoie un message. » Marie ne répondit pas.
Elle ne voulait rien lui devoir, même si, au fond, elle savait qu'elle lui devait déjà plus qu'elle ne l'admettrait. Les jours suivants, la routine changea. Mathieu trouvait des prétextes pour passer par la rivière quand il savait que Marie y serait. Parfois, il s'arrêtait quelques minutes. D'autres fois, il restait plus longtemps, posant des questions sur sa vie ou racontant des anecdotes du château. Au début, elle répondait par phrases courtes, mais peu à peu, la méfiance commença à s'estomper, bien que pas assez pour baisser complètement sa garde. « Tu as toujours vécu ici ?» lui demanda-t-il un après-midi. « Toujours. Ma mère lavait dans cette même rivière, et mon père gardait du bétail jusqu'à ce qu'un cheval le renverse et qu'il ne marche plus jamais comme avant. Et tu n'as jamais pensé à partir ?» Marie le regarda comme si la question était absurde. « Partir ? Où ? Ici, au moins, je connais chaque pierre, chaque sentier. Là dehors, je ne serai qu'une pauvre femme de plus cherchant à survivre. » Mathieu se tut. Il avait toujours eu des options. Voyager, étudier, revenir, même se perdre pendant des mois sans se soucier d'un toit. Marie, non. Mais à mesure que leur proximité grandissait, les murmures du village aussi, les épouses des autres propriétaires commencèrent à chuchoter. Certains domestiques échangeaient des regards complices lorsqu'ils la voyaient arriver au château. Il ne fallut pas longtemps pour que ces rumeurs parviennent aux oreilles de Marie. « Fais attention, ma fille », l'avertit sa tante. « Un homme comme lui ne s'engage pas avec une femme comme toi, et je ne veux pas te voir le cœur brisé. »« Je ne suis pas intéressée, » répondit Marie. « Peut être avec plus de fermeté que nécessaire. Il est compliqué. » Mais cette nuit-là, en essayant de dormir, elle se surprit à se souvenir de la manière dont Mathieu l'avait regardée cet après-midi-là, quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Un samedi, Mathieu organisa une compétition équestre au château. Des gens de toute la vallée affluèrent. Il y avait de la musique, des paris, et l'odeur de la viande grillée emplissait l'air. Parmi la foule, Mathieu vit Marie, embauchée pour aider en cuisine. Elle portait une robe simple mais propre, les cheveux tressés. Pendant des heures, ils n'échangèrent que des regards. Mais lorsque la fête battait son plein, Mathieu s'approcha. « Veux-tu voir la compétition depuis les gradins principaux ?» demanda-t-il. « Je travaille. Je peux te donner une pause. » Marie le regarda hésitante, puis acquiesça. Depuis les gradins, elle vit Mathieu monter un cheval sauvage, avec une adresse qui arracha des applaudissements et des sifflets. Quand il eut fini, il la chercha dans la foule, et elle était là, debout, le regardant avec un mélange d'étonnement et d'autre chose. Cette nuit-là, alors que la musique continuait, Mathieu l'emmena dans un coin tranquille du château. « Je ne sais pas ce que tu as, Marie, mais chaque fois que je te vois, je ressens... » Il s'interrompit, comme si les mots étaient lourds. « Quoi ? Je veux te connaître davantage. » Elle croisa les bras. « Me connaître n'est pas un jeu, Mathieu. » Il s'approcha plus près. « Je ne joue pas. » Le silence entre eux devint intense, et pour la première fois, Marie sentit ses défenses vaciller. L'aube apporta un ciel clair, dégagé, et une brise légère qui agitait les feuilles des peupliers près de la rivière. Marie était à genoux sur une pierre, frottant un drap contre la surface rugueuse lorsqu'elle entendit le galop d'un cheval. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Ce rythme fort et assuré, ce son qui brisait le silence, elle le connaissait trop bien. Mathieu descendit d'un bond agile et s'approcha, laissant son cheval boire à quelques mètres. « Beau temps aujourd'hui » commenta-t-il, comme une excuse pour être là. « Bon pour travailler aussi » répondit Marie sans cesser de frotter. Mathieu se pencha, prit un seau et commença à le remplir d'eau. La scène était étrange. Le maître de la moitié de la région, les bottes éclaboussées de boue, travaillant comme un simple ouvrier. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, le regardant du coin de l'œil. « Je t'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. »« Ce n'est pas de l'aide, » dit-il en souriant. « C'est de la compagnie. » Marie soupira, mais ne le chassa pas. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui lui ôta l'envie de discuter. Ils travaillèrent un moment en silence. La rivière murmurait, et les oiseaux chantaient dans les branches. L'air était empreint d'une odeur fraîche et propre qui rappelait à Mathieu pourquoi il aimait cet endroit et pourquoi il y revenait de plus en plus. Au château, cependant, la situation commençait à se tendre. Émile, son frère, le regardait avec une inquiétude croissante. « Tu sais ce que tu fais ?» lui dit-il, une nuit en versant du vin dans le salon principal. « Je sais que je suis fatigué de vivre selon les règles que les autres attendent de moi. Ces règles maintiennent ta position, Mathieu. Si le village pense que tu es entiché d'une lavandière, tu perdras le respect.
Et si tu perds le respect, tu perds le pouvoir. Je ne suis pas entiché, rétorqua Mathieu, bien que son ton manquât de la fermeté qu'il souhaitait. Et même si je l'étais, et alors, je dois épouser quelqu'un qui ne m'importe pas juste parce qu'elle est convenable. Émile l'observa en silence, mêlant frustration et résignation. Fais attention, frère, ne joue pas avec le feu. Pendant ce temps, Marie faisait aussi face à ses propres avertissements. Un après-midi, en rentrant de la rivière, elle croisa Claire, l'une des femmes les plus bavardes du village. « On dit que le maître te courtise », commenta Claire avec un ton venimeux déguisé en amabilité. « Fais attention, ma fille, les hommes comme lui utilisent et oublient. » Marie serra la mâchoire. « Ce ne sont pas tes affaires. »« Bien sûr que non, » dit Claire en s'éloignant. « Mais quand tout explosera, ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. » Marie continua son chemin, feignant l'indifférence, mais ses mots restèrent collés à elle, comme de la boue sur ses bottes. Une semaine plus tard, Mathieu arriva avec une proposition. « Je veux que tu travailles au château, mais pas à la blanchisserie. Je veux que tu gères le garde-manger et que tu aides en cuisine. Le travail est plus léger et le salaire meilleur. » Marie le regarda avec méfiance. « Pourquoi moi ? Parce que j'ai confiance en toi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'accepter signifiait passer plus de temps près de lui, ce qui pouvait être dangereux. Mais le besoin l'emportait sur la peur. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais n'attends pas que je te traite différemment parce que tu es le maître. C'est ce que j'aime le plus chez toi, » répondit Mathieu. Son arrivée au château en tant que personnel interne ne passa pas inaperçue. Les autres travailleurs la regardaient avec curiosité, certains avec sympathie, d'autres avec jalousie. Madame Rose, la cuisinière, fut la première à l'approcher. « Ici, tout se fait avec ordre, » lui dit-elle en lui tendant un tablier. « Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, si tu travailles bien, tu auras mon respect. » Marie remercia et se mit au travail. Elle prouva rapidement qu'elle était efficace, soigneuse et discrète. Mathieu, de son côté, trouvait des excuses pour passer par la cuisine ou le garde-manger. Parfois, il apportait des fruits frais pour tous, bien que ce fût en réalité pour l'avoir. Mais tout n'était pas que regards et conversations. Une nuit, alors que le personnel dînait dans la petite salle à manger, un violent orage éclata. Le vent frappait les fenêtres et la pluie tombait à verse. Soudain, un éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler la maison. Marie se leva pour fermer une fenêtre, mais à cet instant, la foudre frappa près des écuries. Sans réfléchir, Mathieu sortit en courant. Marie, trempée, le suivit. Ils trouvèrent 2 chevaux affolés, frappant les portes de l'enclos. « Aide-moi avec celui-ci » cria Mathieu par-dessus le vacarme. Marie, bravant la pluie, entra dans l'enclos et tint la corde pendant qu'il calmait l'animal. Ses mains étaient glacées, ses bottes pleines de boue. Mais dans ce chaos, elle ressentit quelque chose de différent. Il n'était pas juste le maître distant dont beaucoup parlaient. C'était un homme de chair et de sang, prêt à se salir pour protéger ce qu'il aimait. Quand tout fut fini et les chevaux en sécurité, Mathieu la regarda sous la pluie. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Pas besoin, » répondit-elle haletante. « Prends juste soin d'eux. » Il y eut un moment où il sembla vouloir s'approcher davantage, mais Mathieu se contenta de hocher la tête et de s'écarter. Pourtant, la chaleur dans son regard resta gravée dans la mémoire de Marie. Cette nuit-là, dans son lit, Marie ne pouvait pas dormir. Elle écoutait l'écho de l'orage s'éloigner et se souvenait de la manière dont leurs mains s'étaient frôlées en tenant la corde. Elle ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose changeait et elle craignait que ce ne soit irréversible. Le lendemain de l'orage, l'air était empreint de cette odeur de terre mouillée qui enveloppait tout. Marie se leva tôt, ses vêtements encore humides suspendus près du petit poêle de sa chambre au château. En tressant ses cheveux, elle se remémora le moment où Mathieu l'avait regardée sous la pluie. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux sombres, quelque chose qu'elle ne voulait pas trop analyser, car le fer reviendrait à ouvrir une porte qu'elle ne pourrait être pas refermée. En arrivant à la cuisine, Madame Rose vérifiait les provisions arrivées à l'aube. « Il faut que tu descendes au cellier du fond et que tu comptes les caisses de farine, » lui dit-elle. Le fournisseur s'est trompé la dernière fois. Marie prit un carnet et se dirigea vers le vieux cellier, une pièce spacieuse et fraîche aux murs de pierre. En comptant les caisses, elle entendit des pas. En se retournant, elle le vit appuyé contre le chambranle de la porte. « Je ne savais pas que tu étais aussi doué avec les chiffres, » commenta Mathieu en souriant. « Je sais assez pour qu'on ne me trompe pas, » répondit-elle sans arrêter d'écrire. « Et moi » demanda-t-il en s'approchant un peu.
Je pourrais te tromper ?» Marie le regarda fixement. « Je ne pense pas que tu te donnerais la peine d'essayer. Tu ne sembles pas être un homme qui cache ce qu'il veut. Peut-être, dit-il à voix basse, ou peut-être qu'il y a des choses que je préfère ne pas encore dire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre travailleur entra pour chercher un sac de riz, et le moment s'évanouit. Mathieu partit, mais laissa derrière lui une tension que Marie eut du mal à dissiper. Quelques jours plus tard, Mathieu la trouva à la rivière. Elle ne lavait pas de linge, mais était assise sur un rocher, les pieds dans l'eau, semblant perdue dans ses pensées. « Je ne t'avais jamais vue ici sans travailler, » dit-il en s'approchant. « Ce n'est pas toujours une question de travail, » répondit-elle. « Parfois, je veux juste me rappeler que cet endroit m'appartient autant qu'à n'importe qui. » Mathieu s'assit à côté d'elle. La rivière coulait lentement, reflétant le ciel bleu. Un silence confortable s'installa entre eux. « Quand j'étais enfant, » raconta-t-il, « je venais ici pour m'échapper. Mon père attendait de moi la perfection, la droiture, la force, sans erreur. Mais ici, je pouvais être juste un garçon. »« Et maintenant tu es quoi ?» demanda Marie. Mathieu la regarda avec une pointe de vulnérabilité. Un homme qui commence à réaliser ce qui compte vraiment. Marie détourna les yeux vers l'eau, car elle sentait que si elle continuait à le regarder, elle se perdrait dans ce qu'elle lisait sur son visage. Mais le village ne se taisait pas. Les rumeurs poussaient comme de la mauvaise herbe. Certains disaient que Mathieu était entiché et qu'il se lasserait bientôt. D'autres affirmaient qu'il cherchait à provoquer les familles riches qui le pressaient d'épouser une héritière. Un samedi, alors que Marie rentrait des courses, elle croisa Lucie, la fille d'un propriétaire voisin. Elle portait une robe coûteuse et un air de supériorité non dissimulé. « Alors, c'est toi la nouvelle favorite de monsieur Mathieu, » dit Lucie, comme si elle parlait d'un potin amusant. « Profites-en tant que ça dure. Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. » Marie serra les dents, mais continua à marcher sans répondre. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir troublée. Pourtant ces mots la touchèrent profondément. Peu importe combien elle voulait, elle ne pouvait ignorer que son monde et celui de Mathieu étaient trop différents. Ce soir-là, pendant le dîner au château, Mathieu remarqua que Marie était plus silencieuse que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ?» lui demanda-t-il lorsqu'il la trouva dans le garde-manger. « Non, » répondit-elle en évitant son regard. « Marie, regarde-moi !» Elle leva les yeux. Il mêlait tristesse et fierté. « Je ne veux pas être un jeu pour toi. » Mathieu se tendit. « Ça n'a jamais été un jeu. Tu ne me crois peut-être pas, mais il soupira. Les gens parlent, Mathieu, et je n'ai aucun moyen de me défendre. Laisse-les parler. Ce qu'ils disent m'importe peu. À toi non, mais à moi, oui. » Un silence lourd s'installa. Mathieu fit un pas vers elle, mais Marie s'écarta doucement. « Je ne veux pas que tu me promettes quoi que ce soit. Sois juste honnête. » Mathieu hocha la tête, bien qu'à l'intérieur, il brûlait du besoin de lui prouver que ce qu'il ressentait était réel. Quelques jours plus tard, quelque chose changea tout. À l'aube, un incendie éclata dans l'une des écuries. L'odeur de fumée réveilla tout le château. Mathieu sortit en courant, suivi de plusieurs hommes, et parmi eux se trouvait Marie, qui n'hésita pas à se joindre à eux. Le feu crépitait, illuminant la nuit d'une lueur orangée. Les chevaux hennissaient, effrayés. « Sors ceux du fond !» cria Mathieu, entrant sans peur. Marie se couvrit la bouche et suivit les ordres. La chaleur était insupportable, mais elle parvint à ouvrir la porte d'un enclos et à guider 2 animaux dehors. Une poutre enflammée tomba près d'elle, et l'espace d'un instant, elle crut ne pas s'en sortir. Mais une main ferme la saisit. Mathieu, la chemise noircie par la fumée. « Viens !» dit-il en l'attirant vers la sortie. Quand ils furent enfin en sécurité, Marie sentit ses jambes trembler. Mathieu la regarda, le visage couvert de cendres. « Je ne peux pas te perdre, » dit-il avec une intensité qui la laissa sans souffle, et avant qu'elle ne puisse répondre, il l'enlaça avec force, comme s'il voulait s'assurer dans cet élan qu'elle ne partirait pas. La nuit de l'incendie laissa une marque sur tous, mais surtout sur Marie. Elle ne pouvait effacer l'image de Mathieu se précipitant dans l'écurie enveloppée de fumée, risquant tout. Elle ne pouvait pas non plus oublier le moment où il l'avait enlacée, ces mots résonnant comme un écho impossible à ignorer. « Je ne peux pas te perdre. » Les jours suivants, le château semblait plus silencieux que d'habitude. Les travailleurs étaient occupés à réparer les dégâts, et Mathieu, bien que présent, semblait partagé entre gérer les pertes et la surveiller du coin de l'œil. Marie remarquait son regard intense, constant, et bien qu'une partie d'elle voulût fuir, une autre ne le pouvait pas. Un après-midi, alors qu'elle rangeait du linge propre dans la salle de service,
Elle entendit des coups légers à la porte. « Puis-je entrer ?» C'était la voix de Mathieu. « Entre, » répondit-elle sans arrêter son travail. Il entra, vêtu d'une chemise simple aux manches retroussées. Ses mains portaient encore de petites brûlures bandées. « Je voulais te remercier pour ce que tu as fait à l'écurie. Tout le monde n'aurait pas pris un tel risque. » Marie haussa les épaules. « Je n'allais pas laisser les animaux mourir. Tu aurais pu te blesser, » dit-il en s'approchant, « et je ne l'aurais pas supporté. » Elle posa le linge sur la table et le regarda sérieusement. « Mathieu, tu ne peux pas dire ce genre de choses si tu n'es pas prêt à… » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « À vivre en conséquence. » Il fit un pas de plus, réduisant la distance. « Je ne joue pas, Marie. Je n'ai jamais joué avec toi. » Sa voix avait une fermeté qui fit battre son cœur plus fort, mais elle ressentait encore le poids de leur différence. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. « Je n'appartiens pas à ton monde. Et si je te disais que mon monde n'a aucun sens sans toi ?» Elle voulut répondre, mais la porte s'ouvrit brusquement. C'était Madame Rose, appelant Mathieu pour qu'il s'occupe d'un fournisseur. Le moment se dissipa comme du sable entre les doigts. Cette nuit-là, Marie ne put dormir. Elle sortit dans la cour arrière et s'assit sur un banc en bois, regardant les étoiles. Elle pensait à ce qu'il avait dit, à l'intensité de ses yeux. Elle avait peur, non pas du mal qu'il pourrait lui faire, mais de ce que son propre cœur pourrait faire si elle se donnait entièrement. Elle entendit des pas derrière elle et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était lui. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit Mathieu en s'asseyant à côté d'elle, « et je me suis dit que toi non plus peux être. » Marie sourit à peine. « Tu m'as démasqué. » Ils restèrent silencieux un moment. Le ciel était dégagé et le chant lointain des grillons remplissait le silence. « Quand je t'ai vu entrer dans l'écurie, » confessa-t-il, rompant le calme, « j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue. Pas même face à mes rivaux, ni quand j'ai failli perdre le château dans un mauvais investissement. C'était une peur différente, plus profonde. » Elle l'écouta en silence. « Je ne veux pas que tu penses que tu es une distraction pour moi, » continua-t-il. « Tu es tout le contraire. Tu es la seule raison pour laquelle je veux que tout cela tienne debout. » Marie sentit un nœud dans la gorge. Une partie d'elle voulait le croire, une autre avait peur de le faire. « Mathieu, si tu veux vraiment que je te croie, tu devras le prouver. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait que les mots ne suffiraient pas. Le lendemain matin, Mathieu commença à montrer un côté que peu connaissaient. Il se leva avant l'aube pour aider à réparer l'écurie, non pas à distance comme un maître, mais en portant du bois, en plantant des clous, en se salissant les mains. Marie l'observait de loin, surprise par le dévouement qu'elle voyait. À midi, alors qu'elle lavait du linge à la rivière, il apparut avec un cheval sellé. « Monte, » dit-il. « Où ?» demanda Théel. « Fais-moi confiance. » Bien qu'hésitante, elle finit par accepter. Ils chevauchèrent sur des sentiers qu'elle ne connaissait pas, jusqu'à une clairière offrant une vue imprenable sur les collines. Le vent agitait les hautes herbes, et le soleil déclinant teignait tout de nuances dorées. « Quand j'étais enfant, » raconta Mathieu, « je venais ici pour réfléchir. C'est mon endroit le plus privé, et je ne l'ai jamais partagé avec personne jusqu'à maintenant. » Marie resta sans voix. Il ne la regardait pas comme un homme cherchant un simple passe-temps, mais comme quelqu'un prêt à lui ouvrir des portes qu'il avait toujours gardées fermées. « Je veux que tu saches que je me fiche de ce qu'on dit, » ajouta-t-il. « La seule chose qui m'importe, c'est ce que tu ressens. » Elle le regarda, et à cet instant, elle comprit que, bien que leurs mondes fussent différents, quelque chose dans leur cœur se reconnaissait. Mais alors que l'air entre eux s'emplissait de possibilités, une ombre s'éleva sur la tranquillité. En rentrant au château, ils trouvèrent un homme attendant à l'entrée. Vêtu d'un costume, il avait un regard froid. Mathieu le salua avec un sourire faux. « Je viens de la part de ton père. » Marie sentit l'atmosphère se tendre. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle pressentait que ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient commencé à construire. L'homme qui attendait à l'entrée du château se présenta comme Julien Herrera, conseiller juridique et émissaire de la famille de Mathieu. Sa seule présence exsudait formalité, distance et une pression silencieuse qui semblait vouloir tout écraser. « Ton père veut te voir, » dit Julien sans détour. « Il est temps que tu assumes tes responsabilités. » Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à Marie, comme s'il craignait que chaque mot prononcé devant elle puisse la blesser. Puis, d'une voix sèche, il répondit « Mes responsabilités sont ici, avec mon château. » Julien laissa échapper un rire bref, dénué d'humour. « Ne te méprends pas, tes responsabilités sont avec l'entreprise familiale.
Tôt ou tard, tu devras rentrer. Marie sentit qu'elle ne devrait pas écouter, mais ses pieds refusaient de bouger. Chaque mot révélait un fragment du passé de Mathieu qu'il n'avait jamais partagé. « Dis à mon père que je ne compte pas quitter cet endroit, » répondit Mathieu fermement. « Surtout maintenant. » L'émissaire le regarda froidement avant de tourner les talons sans dire au revoir. Cette nuit-là, l'atmosphère au château était pesante. Les domestiques murmuraient, et Marie ne pouvait s'empêcher de se demander ce que tout cela signifiait. Quand elle trouva Mathieu dans l'écurie, caressant son cheval préféré, elle prit son courage à deux mains pour demander « C'était quoi tout ça ?» dit-elle sans adoucir la question. Mathieu resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Ce n'est pas une histoire plaisante. Ma famille n'approuve pas la vie que je mène ici. Ils pensent que je perds mon temps, que je devrais être en ville à gérer des affaires qui ne m'intéressent pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance jusqu'à maintenant. » Marie l'observa attentivement. « Et maintenant, ça compte, parce que s'ils font plus pression, tu pourrais te retrouver au milieu. » Elle baissa les yeux, sentant qu'il y avait une vérité plus grande derrière ces mots. Les jours suivants apportèrent un changement dans la routine. Mathieu semblait plus pensif, parfois distrait. Pourtant, il ne cessait de la chercher. Il l'invitait à manger sur la véranda, l'accompagnait à la rivière, ou trouvait simplement un moment pour discuter quelques minutes au milieu du travail. Ses gestes étaient petits, mais chacun montrait clairement qu'il ne comptait pas s'éloigner d'elle. Un après-midi, alors que Marie lavait du linge à la rivière, il arriva avec un air sérieux. « Marie, il faut qu'on parle. » Elle posa le savon et le regarda. « Dis-moi, mon père a envoyé un ultimatum. Si je ne rentre pas d'ici un mois, il fermera les comptes qui soutiennent une partie du château. » Marie sentit un poids dans la poitrine. « Et que vas-tu faire ? » ?»« Je ne sais pas. Je ne veux perdre ni cet endroit, ni toi. » Cette dernière phrase la laissa sans souffle. Elle n'était pas sûre de savoir comment répondre, mais elle savait qu'il ne parlait pas à la légère. Cette nuit-là, Mathieu prit une décision. Il la lui confia alors qu'il marchait sur les sentiers éclairés par la lune. « Je vais affronter mon père, mais je veux que tu saches quelque chose avant que je parte. » Il s'arrêta devant elle, lui prenant les mains. « Quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à ce que nous avons commencé. » Marie sentit un nœud dans la gorge. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un parle avec une telle clarté de ses sentiments, et cela l'effrayait autant que cela l'émouvait. « Mathieu, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et si je reviens, et qu'il n'y a plus rien ici, nous reconstruirons ensemble. » Ces mots étaient une promesse, mais aussi un pari dangereux. Elle le savait, et pourtant, une partie de son cœur avait déjà choisi de lui faire confiance. L'adieu fut bref. À l'aube, Mathieu monta à cheval et partit pour la ville, laissant un nuage de poussière sur le chemin. Marie le regarda disparaître avec un mélange de fierté et de peur. Pendant les jours de son absence, le château semblait vide. Elle s'occupait de son travail, mais son esprit vagabondait constamment vers l'image de lui, confrontant son père, luttant pour maintenir sa place dans ce monde. Peu, être pour elle. Une nuit, alors qu'elle finissait de ranger la cuisine, elle entendit des pas précipités. C'était l'un des domestiques, essoufflé. « Mademoiselle Marie, un message pour vous. » Elle le prit avec des mains tremblantes. Le papier était froissé, l'encre brouillée, comme écrit à la hâte. « Je reviens bientôt. Ne cesse pas de croire en moi. » Le jour de son retour, le ciel était couvert de nuages. Marie se tenait sur la véranda, attendant sans l'admettre. Quand elle vit la silhouette de Mathieu approcher à cheval, elle sentit tout son corps se tendre. Il descendit et s'avança sans un mot. Ce n'est qu'en étant face à elle qu'il parla. « Je n'ai pas gagné toutes les batailles, mais les plus importantes, oui. » Marie le regarda, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire que le château est en sécurité, et moi aussi. » Il n'expliqua pas davantage, mais dans ses yeux, il y avait une détermination nouvelle. Quelque chose lui disait que le pire était encore à venir, mais qu'au moins pour l'instant, ils étaient du même côté. Le lendemain de son retour, le château vibrait d'une énergie étrange. Tout le monde remarquait que quelque chose avait changé, mais personne ne savait exactement quoi. Il marchait d'un pas assuré, saluant les travailleurs, comme si un poids s'était allégé, et en même temps, ses yeux cherchaient Marie avec une urgence qu'il ne cherchait pas à cacher. Elle était dans le jardin, cueillant des fleurs sauvages pour décorer la table de la salle à manger. Elle ne s'était pas rendue compte qu'il approchait jusqu'à ce qu'elle sente son ombre la recouvrir. « Il faut qu'on parle, » dit-il sans détour. Marie posa les fleurs dans le panier et le regarda. « Que s'est-il passé en ville ?»
Mathieu prit une profonde inspiration. Tout s'est passé. Mon père n'a pas accepté ma décision de rester ici, mais il m'a finalement laissé libre, à une condition. Elle sentit un frisson. Laquelle? Que je ne lui demande plus jamais rien, ni soutien, ni argent, ni faveur. Marie resta silencieuse. Elle savait ce que cela signifiait. Il devrait maintenir le château seul, sans le soutien de sa famille. « Es-tu sûr que ça en vaut la peine ?» demanda-t-elle. « Je n'ai aucun doute. Je préfère vivre avec peu, mais libre, plutôt que riche, au prix d'une vie que je ne veux pas. » Dans les semaines suivantes, Mathieu se donna entièrement au travail. Il organisait les récoltes, réparait les clôtures, s'occupait du bétail. Marie le voyait suer sous le soleil et comprenait qu'il n'était pas juste un homme ayant hérité d'un château, mais quelqu'un prêt à se battre pour lui depuis zéro. Ce qui la surprenait le plus, c'était qu'au milieu de tout cela, il trouvait toujours un moment pour s'approcher d'elle. Un café à l'aube, une promenade au crépuscule, une conversation au bord de la rivière. Un après-midi, alors qu'elle lavait du linge à l'endroit où ils s'étaient si souvent rencontrés, il arriva avec quelque chose dans les mains. Un mouchoir brodé de fleurs. « C'est pour toi, » dit-il en le lui tendant. Marie le prit, caressant le tissu. « C'est magnifique. Tu l'as brodé ?» Mathieu sourit. « Je ne suis pas beaucoup de choses, mais pas si habile avec une aiguille. Je l'ai fait faire. Je voulais que tu aies quelque chose qui soit uniquement à toi. » Elle le regarda et vit dans ses yeux quelque chose de plus profond que n'importe quel cadeau. Avec l'arrivée de la saison des pluies, la rivière grossit et le travail devint plus difficile. Un jour, alors que tous s'affairaient à sécuriser les provisions, Marie glissa près de la jetée improvisée et faillit tomber à l'eau. Mathieu, qui déchargeait des sacs de maïs, courut et la rattrapa juste à temps. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, le cœur battant vite. « Oui, merci, » répondit-elle encore tremblante. Il ne la lâcha pas immédiatement. Ses mains restèrent sur ses épaules et pendant un instant, tout autour d'eux disparut. Il n'y avait ni bruit de pluie, ni voix, ni murmure de la rivière, juste eux deux. C'est alors que Mathieu, sans plus réfléchir, l'embrassa, un baiser intense mais empreint de douceur, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Quand ils se séparèrent, Marie était essoufflée. Mathieu murmura « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, dit-il. Je voulais juste que tu saches que ceci, il désigna l'espace entre eux, est réel pour moi. » Les jours passèrent, et ce baiser devint un point de non-retour. Il ne pouvait plus prétendre n'être que maître et employé. Il y avait autre chose, et bien que Marie essaya de garder les pieds sur terre, son cœur avait déjà pris parti. Mais tout n'était pas parfait. Une lettre arriva pour elle, venant d'un village voisin. C'était de sa mère, qui lui demandait de revenir car elle avait besoin d'elle à la maison. Marie se débattit pendant des jours, ne sachant que faire. Finalement, elle décida de parler à Mathieu. « Je dois partir », lui dit-elle d'une voix basse. Il la regarda comme s'il n'avait pas compris. « Partir? Pourquoi? Ma mère est seule. Elle a besoin de moi. Je ne peux pas rester ici en sachant cela. » Mathieu l'écouta en silence, le visage tendu. « Si tu pars, tu reviendras. » Marie ne répondit pas tout de suite. Elle voulait promettre, mais savait que les promesses ne pouvaient parfois pas être tenues. « Je ne sais pas. » L'adieu fut douloureux. Mathieu l'accompagna jusqu'à la sortie du château à cheval, et quand elle descendit, ils se regardèrent comme s'ils voulaient graver l'image de l'autre pour toujours. « Peu importe le temps qui passe, » dit-il, « ma porte sera toujours ouverte pour toi. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis elle s'éloigna, emportant avec elle le mouchoir brodé et un cœur rempli d'émotions contradictoires. Des mois plus tard, par une matinée claire, le bruit des sabots résonna sur le chemin du château. Mathieu, qui était dans l'enclos, leva les yeux et la vit. Marie arrivait sur un cheval emprunté, les cheveux détachés et un sourire qu'il n'avait pas oublié. Il s'approcha et, avant qu'elle ne puisse dire un mot, il la prit par la taille et la souleva pour l'enlacer. « Tu es revenu, » murmura-t-il. « Je savais toujours que je le ferais, » répondit-elle. Et à cet instant, sous le ciel ouvert, avec l'odeur de la terre mouillée tout autour, Mathieu comprit que toutes les décisions, tous les sacrifices en valaient la peine, car parfois, le cœur sait exactement où il appartient.